Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Kick Parade numéro 57. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Et un grand merci pour tous vos commentaires de la semaine dernière. L'émission a très bien marché. C'est le motif pour continuer. Bonne première vidéo pour commencer l'année, ça m'a bien reboosté. Allez, on va commencer par le top 10. 10e position cette semaine, c'est une entrée, c'est Adorablins. Alors donc c'est une contraction de Adorable et de Goblins. C'est un petit jeu de cartes que l'on met dans la poche. Alors c'est tout petit jeu, hein, c'est $14 le pledge. C'est un peu les boîtes à la... Comment ça s'appelait ce jeu, la Mint. C'est Voilà. vrai que ça ressemble beaucoup. Voilà, donc c'est un petit jeu de cartes, donc vous allez incarner des petites créatures qui passent de dimension en dimension, et il va falloir que vous alliez les chercher pour les sauver. Donc c'est du jeu ultra familial, ultra simple, qui s'emmène partout, donc c'est la cible, c'est je pense les familles qui voyagent. Il en est à 15 987 €, 775 contributeurs. Oui, sachant que ce qu'il faut préciser, que je trouve assez intéressant dans cette campagne aussi, c'est que pour $35, en fait, vous recevez sous format PDF la possibilité d'utiliser le matériel dans un RPG, enfin dans un jeu de rôle papier, plutôt orienté enfant, hein. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir un matériel qui se veut pluriel. Voilà. 9e position, c'est Puzzle Strike. Donc en parlant d'enfants, ça aussi c'est un jeu plutôt familial. Il en est à 84 000 €, 846 contributeurs. Il reste 20 jours. Hein. Je pensais pas que ça marcherait autant. Après, c'est vrai que c'est tiré d'un jeu mobile. Donc c'est déjà une IP, comme on dit, qui est un peu connue. Mais C'est vrai. le succès m'étonne. Parce que, Mais je suis un peu d'accord avec toi, je suis un peu surpris parce que en plus il est pas donné, quoi. Non. Enfin, comme du coup il y a beaucoup de matériel en plastique, en plus c'est un matériel qui est quand même assez, on va dire, propre à ce jeu-là. Ouais. C'est un matériel qui est créé spécialement pour l'occasion, etc. Donc effectivement c'est assez fou. 62 Alors après, €. ne connaissant pas le jeu mobile, ça se trouve c'est quand même un jeu qui a une forte communauté et en fait je m'en rends pas compte et c'est un lot où il y a une grosse fanbase, quoi. C'est possible. Allez, on passe au suivant. C'est une entrée Maelstrom TCG. Donc c'est un jeu de cartes, encore une fois, avec des illustrations très manga cliché, tu dirais, toi, mais... Je dirais manga moche, même. Je veux pas être désobligeant, mais c'est vrai que... Enfin, là... Bah, ça rappelle le Grand Archive, qui était sur Kickstarter il y a pas si longtemps. Ouais, mais Grand Archive, à la limite, c'est un style auquel j'adhérais pas. Voilà. Mais là, il n'y a pas vraiment de style, quoi. C'est-à-dire que ça me rappelle mon époque lycée où j'avais des potes qui aimaient dessiner, qui étaient fans de manga, et puis qui cherchaient un peu un univers et qui faisaient plusieurs dessins, donc il y avait tout un carnet de dessins. Et là, j'ai un peu l'impression qu'ils sont inspirés de ça, quoi. Il n'y a aucune illustration qui correspond vraiment à l'autre. Ça fait très amateur, il y a des gros soucis de perspective et d'ombrage. Bah, comme quoi, ils ont bien choisi le nom du jeu. Oui. C'est vrai. Mais ouais, non, du coup, moi j'aime bien quand même quand il y a une espèce de cohérence artistique. Alors après, il y a des jeux qui me font dire l'inverse, hein, Magic en priorité, mais on va dire qu'il y a quand même une espèce de packaging, et en fait c'est juste des illustrations qui sont faites par différents types, etc. Mais bon, déjà c'est tous des illustrateurs professionnels. Là, sincèrement, je dessine pas très bien, mais il y en a certaines, je suis capable de les refaire, quoi. Ouais. En tout cas, c'est une reconfiguration d'un jeu qui s'appelait Final Redemption, voilà, que je ne connaissais pas. Il y a tellement de jeux de cartes comme ça qui sortent jamais en France, enfin on n'entend jamais parler. Et puis bon, là, c'est un peu comme Grand Archive, t'as l'impression que c'est plutôt fait pour c'est plutôt pensé pour des pledge boutiques en fait. Parce que y a des trucs, des pledges qui valent tellement cher, où tu reçois des cartons et des cartons de trucs, tu te dis bah c'est pas possible, c'est pas pour un particulier, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Je sais pas trop pourquoi il passe par Kickstarter en fait, je sais pas. Bon. Mais bon, en tout cas ça marche, hein. 591 000 €, 849 contributeurs, il reste 23 jours, on va se le taper, Swan, tu vois, on va se le taper pendant 2 semaines. Ouais, peut-être qu'après on va il va peut-être un peu disparaître. Projets qui vont prendre le dessus. 7e position, c'est Hike, a card drafting racing game with Huskies. Mais qui n'aime pas les Huskies ?
Ces chiens C'est trop vrai. choupinous, trop beaux, trop classe, qui servent au traîneau dans Mm. les pays nordiques. Alors donc au Canada, ça c'est sûr. Après sûrement en Laponie aussi, sûrement. Oui, puis Euh, aussi pour les conquêtes arctiques, les expéditions. les expéditions, c'est vrai qu'ils ont été beaucoup utilisés, notamment fin 19e, début 20e, quand il n'y avait pas encore tous les engins motorisés, et quoi que même les engins motorisés, il y en a certains, à cause du froid, voilà, il y a des problèmes, notamment au niveau des liquides de fuel, etc. Donc c'est vrai que ça reste des animaux qui sont conditionnés pour ces conditions un peu extrêmes et qui sont énormément utilisés. Et en plus, si jamais t'es perdu, ça fait de la bouffe. Et ben voilà. Et donc là, il y a Malheureusement. Oui, ça a dû sûrement C'est- servir à ça aussi dans Ah certaines bah, expéditions. il y en a des terribles anecdotes là-dessus. Je vous invite, moi j'ai eu une période comment, sur un peu la conquête arctique, et vraiment, je me dis, il y a des films à faire là-dessus, Ah tellement bah c'est ouais. improbable. Et souvent, ouais, ça finit pas très bien pour les huskies. Mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'était quand même d'être gentil avec ces huskies. Et ça, c'est bien. Mais là, dans ce jeu-là, il est hors de question de manger les huskies, hein, je vous rassure. C'est un premier projet. Vous pouvez l'essayer sur Tabletopia d'ailleurs. Il en est à 48 000 euros, 1360 contributeurs, il reste une vingtaine de jours. Ce sont des Slovènes, je crois, qui font ça. Et donc c'est un jeu de cartes, enfin c'est qu'une course de traîneau avec des Huskies. Donc il va falloir combiner les bons Huskies ensemble parce que tous les toutous ne vont pas ensemble. Donc il va falloir trouver des bonnes combinaisons parmi les cartes de Huskies qui vont permettre de faire avancer votre traîneau sur une piste. Matériel très simple. Hein, ces cartes, cubes en bois, y a rien de bling bling, ce qui permet au jeu d'avoir un coût d'entrée très, très correct. Bah là, tu composes à la fois ton équipe de chiens de traîneau, hein, avec la configuration, etc. Et puis d'un autre côté, t'as cette piste de course qui se génère plus ou moins aléatoirement, qui te force un peu à revoir ta stratégie C'est ça. à chaque partie. Finalement, c'est pas beaucoup de matériel, mais si c'est bien fait, il y a moyen d'avoir pas mal de rejouabilité. Moi je pense que ça peut bien fonctionner, ouais. Et tu as aussi des cartes d'équipement, hein, évidemment, tu peux améliorer, affiner ton traîneau. C'est un pur projet participatif, voilà. Allez, 6ème position, c'est Collab qui gagne une place par rapport à la semaine dernière. Donc Collab, c'est cette espèce de compétition entre scientifiques fous sur un plateau, ma foi, fort joli. Vous allez déplacer des dés sur le dos de mignons. Vous allez aussi prendre des dés à vos adversaires. Vous avez tout un tas d'inventions que vous pouvez réaliser grâce au placement de dés. Moi j'aime bien le visuel, j'aime bien les visuels de ce jeu, je le trouve très soigné. Après il faut voir comment ça tourne. Je le trouve assez intéressant, enfin je le trouve sexy en tout cas, voilà. Il en est à 87 000 euros, 2038 contributeurs, et il reste une grosse quinzaine de jours, donc il a de quoi encore évoluer. Donc c'était un relancement, donc ils ont vraiment réussi leur deuxième tentative, bravo à eux. Et voilà. Bon. Côté Stretch Gould, il y a pas mal de choses qui se débloquent, hein. Pour le coup, ils sont assez généreux. Il y a d'un côté des choses purement cosmétiques, il y a tout ce qui va être un peu de l'ordre du rangement, et puis des nouvelles cartes qui vont venir s'ajouter, jusqu'à rajouter carrément des parties de plateau, donc pour l'instant qui n'ont pas encore été débloquées, mais qui vont progresser. Et aussi des nouvelles manières d'aborder le jeu à base de petites extensions, de règles express, etc. Donc même en termes de campagne, pour celles et ceux qui la suivent, je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'il y a du nouveau un peu systématiquement, et puis je trouve que c'est typiquement le genre de stretch goal qu'on aime bien voir débloquer dans une campagne. Donc non, c'est un bon projet. Et vous pouvez essayer le jeu sur Tabletop Simulator et Tabletopia. 5ème position, c'est Yucatan. Alors là, pour le coup, c'est un jeu français. On avait déjà largement râlé la semaine dernière que l'éditeur Matago, qui s'essaye sur Kickstarter, n'avait pas fait vraiment d'efforts pour ses compatriotes, avec aucune vidéo en français, si ce n'est une vidéo en anglais sous-titrée, aucune page en français. Les commentaires sur la vidéo de la semaine dernière nous ont prouvé qu'on n'était pas tout seul à être dérangé par ce petit oubli. Il en est à 165 000 euros, 2159 contributeurs, il reste une dizaine de jours. Alors la grosse nouveauté de la semaine, c'est qu'ils ont ajouté une extension qui permet de jouer à 5 et 6 joueurs. Donc c'est la grosse nouveauté de cette semaine pour Yucatan. Vous pourrez tranquillement sacrifier vos prisonniers de guerre, parce que c'est un peu
un peu le concept du jeu, il faut sacrifier les prisonniers de guerre pour prendre de la puissance. Et en décembre 2022, bon, j'y crois pas une seconde, hein. Ça sera en 2023 certainement. Comme tous les jeux, il y aura 6 mois de retard, parce que c'est tellement le bordel en Chine. Là. Ça, par contre, Covid ou pas, ça s'arrange pas en Chine, hein, je vous le dis. Bah ouais, mais d'ailleurs je trouve que ça a un peu stagné hein, par rapport à la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a eu un très bon lancement. Bon finalement moi je suis passé quand même sur différents forums et je trouve que en tout cas sur les forums français, beaucoup plus de gens parlent de la non-traduction de la page en français plus que du jeu en lui-même. Donc je pense que ça a été un véritable frein hein, pour leur campagne, en tout cas pour le public francophone hein, évidemment. Ouais, bien sûr. Et encore, je dirais même francophone de France, parce que c'est vrai que je pense que nos amis québécois sont peut-être pas forcément Ils sont confrontés moins impactés en tout cas. Ouais. moins impactés par ce genre de choses, ils sont beaucoup plus habitués à des jeux en français, en anglais pardon. Mais oui, c'est dommage parce que je trouve qu'encore une fois le concept est vachement bien. Que c'est un beau projet. Moi, Matago, j'ai un peu confiance dans les jeux qu'ils peuvent proposer. Mais c'est vrai que, ouais, en termes de campagne à proprement parler, c'est pas extrêmement intéressant, je trouve, à suivre. Tout à l'heure, justement, on était sur un jeu avec une équipe beaucoup plus modeste, avec des ambitions peut-être un peu moindres. Et je trouve pourtant que on a vraiment un sentiment de suivre une page qui est vraiment travaillée. Alors là, oui, ok, c'est très travaillé graphiquement, mais voilà, on a un peu l'impression qu'ils ont travaillé sur la page, qu'ils l'ont mise en ligne, et puis qu'il n'y a pas énormément de suivi, qu'il n'y a pas énormément de retour. C'est quand même pas normal que après une semaine après notre précédente vidéo, qu'ils aient toujours pas proposé la page en français, quoi, pour une campagne qui se termine Non, dans ça fait 12 un jours. peu, ouais, ça fait un peu campagne télécommandée qui manque de réactivité, quoi. C'est un peu dommage, hein. Une campagne un peu aseptisée. 4e position, c'est Skytier Horde. Horde. Voilà, qui n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Donc là, encore une fois, on est dans du jeu de cartes, hein. Voilà, on en a parlé la semaine dernière. C'est une vraie tendance, hein. Il y a beaucoup de jeux de cartes en ce moment. Et voilà, puis c'est assez joli. Moi, j'aime bien les illustrations. Bon, c'est assez baroque, hein. Et, peut-être que, tu vois, au bout d'un moment, t'en as un peu ras-le-bol, quoi, parce qu'il y a des couleurs de partout, ça pète de partout. Mais comme ça, à regarder en photo, c'est plutôt agréable, quoi. Oui, je suis un peu d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'au moins, voilà, ils ont leur style, ils y restent fidèles du début à la fin. Bon, la campagne, ils ont l'air de bien la suivre. Les différents decks ont l'air assez sympas à jouer, ils ont leur univers. Donc ça, j'avoue que je me suis un peu plus penché. Et cette idée que chaque faction va pas forcément jouer de la même manière, qu'ils mettent en avant la difficulté à y jouer, ça me rappelle un peu ce qu'on pouvait trouver dans Spirit Island. Je trouve que pour le coup, en fait, j'ai peut-être eu tendance à être un peu sévère la semaine dernière, je m'en excuse. Parce que finalement, je trouve que le jeu est peut-être un peu plus original que ce qu'on a pu voir ces derniers temps en termes de jeu de cartes. Pas très cher non plus par rapport à ce qu'il propose. Donc voilà, après mûre réflexion, je me dis que c'est pas une mauvaise campagne. Bon, pas de là à la baquer, évidemment. Mais effectivement, si vous êtes intéressé par ce jeu de cartes ou que vous voulez vous lancer, je trouve que par rapport à ce qu'on a pu voir ces derniers temps, c'est peut-être un des plus intéressants, je trouve. Il en est à quasiment 180 000 euros, 2675 contributeurs, c'est la dernière semaine. Allez, avant de retrouver les 3 premiers du top de la semaine, je peux plus dire de Kickstarter parce que comme on mélange maintenant, là cette semaine il n'y a que du Kickstarter, mais bon, voilà, on mélange toutes les plateformes maintenant, donc on va juste dire le top 10, voilà, tout simplement. On retrouve les nouveautés avec... alors moi je voulais commencer par un jeu qui est apparu sur Kickstarter mais qui n'est pas dans le top 10. Il s'appelle Urto et c'est un jeu suisse. C'est un dungeon crawler, mais un dungeon crawler, alors on est très très loin des gros dungeon crawlers kiloplastiques avec des centaines de tokens. Là on est dans un dungeon crawler beaucoup plus familial, beaucoup plus accessible, qui est assez centré sur le hasard, parce qu'il faut lancer beaucoup de dés sur les rencontres, sur les attaques. Donc ça, faut l'accepter, voilà. C'est pas un dungeon crawler prise de tête, c'est un dungeon crawler facile à installer et voilà, et simple dans son gameplay. Le truc qui est intéressant, c'est que c'est un jeu éco-responsable. Produit en Europe et du coup là où c'est intéressant pour vous, c'est que du coup il n'y a pas de TVA. Alors c'est pas indiqué,
malheureusement. Mais normalement, il n'y a pas de TVA puisque c'est construit en Europe. D'ailleurs, il y a plusieurs pages où c'est pas marqué la TVA et je trouve que en 2022, c'est pas possible sur Kickstarter de pas donner cette information, quoi. Alors Ouais, c'est autant un peu malhonnête. C'est un peu ouais, malhonnête. c'est pas le premier, hein. Il y a plusieurs projets sur Kickstarter où ils mettent pas la TVA, c'est pas normal. Parce que tout le monde sait très bien que maintenant les TVA sont applicables, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne donnent pas l'info. Le shipping, c'est pareil. Alors, le shipping, bon, on peut les excuser parce que c'est tellement fluctuant en ce moment, c'est tellement bordélique. Mais je trouve qu'il y a vraiment des problèmes d'information des fois sur Kickstarter de la part des auteurs, enfin des créateurs. C'est pas normal. En tout cas, Urto, si vous voulez un dungeon crawler familial pour commencer avec vos enfants, je pense que ça fait partie des dungeon crawlers à regarder de près. Voilà, comme je disais. Et en plus, il y a une VF évidemment, pas de TVA. Vous pouvez l'essayer sur Tabletopia. Et c'est un premier projet, donc voilà, il y a tout pour qu'on en parle, hein. Voilà. Mm. Il en C'est est à vrai. 7 400 €, 146 contributeurs, 28 jours. Ah, il a un peu de temps pour faire sa place. Moi, je vais te poser une question. Si je te dis une île abandonnée avec des dinosaures qui sont en liberté, qui se sont échappés d'un parc et il faut que tu survives, ça te fait penser à un truc ou pas du tout? Alors, ça me fait pas penser à un film d'Arnaud Desplechin, ça c'est sûr. Je pense que ça doit avoir un rapport avec un truc qui finit par parc ou par word. Ouais, ouais. Par exemple, sauf que en fait là, c'est assumé dans le texte, mais ça n'a pas du tout la licence. En fait, c'est un jeu qui s'appelle Soria, qui est un jeu de survie. Donc voilà, vous êtes sur une île, les dinosaures se sont échappés, il y a un volcan qui entre en éruption, et vous allez devoir jouer différents archétypes de personnages. Vous allez devoir vous sortir de cette fâcheuse situation. Alors, sur le concept, le côté survie avec des dinosaures, entraide, etc. Moi, je trouve ça, bah, pourquoi pas, c'est intéressant, c'est original en termes de jeu de plateau, c'est pas mal. Par contre, on va dire le spectre de Jurassic Park est tellement présent sur le jeu que en fait, ça en perd toute identité. Et finalement, là où le jeu aurait pu être intéressant sur son concept, sur son design, etc., on se retrouve un peu avec du Spielberg Leader Price, et je trouve ça un peu dommage. Surtout que entre 1997, il me semble, ouais, c'est 97 ou 93 Jurassic Park. Ah, le Je sais premier plus. c'est 93. 93, merci. En fait, depuis 1993, en fait, notre vision du dinosaure a vraiment évolué avec aujourd'hui la question des plumes, la question Bah oui. de dimensions. On sait que c'était des dimensions qui avaient été extrêmement revues pour les Mhm. besoins du film, etc. Donc, il y avait moyen de revoir un peu, je trouve, tout cet univers d'un point de vue graphique. Pareil, le fait que ça se passe dans un parc, sur une île. Enfin, Ouais. s'il vous plaît, quoi. Je veux dire, en partant du même postulat, on peut avoir un tout petit peu plus d'originalité. Toutefois, voilà, c'est quand même un petit jeu avec des standees, qui est, voilà, c'est pas du kilo plastique. Encore une fois, sur le concept, a l'air plutôt, enfin, sur le papier, est plutôt intéressant. Ils en sont à 23 000 €. Il y a 330 contributeurs. Il reste encore 20 jours. Peut-être qu'on le verra dans le top dans les semaines à venir. Bon, voilà, je regrette juste effectivement ce manque d'originalité, parce que c'est un projet qui, sur le papier, avait enfin, été intéressant en fait. Alors, on voulait vous parler évidemment de Total War Rome, The Board Game, qui était quand même un gros blockbuster du site de participatif, qui allait arriver sur GameFound, enfin qui va arriver sur GameFound, mais on enregistre cette émission 3 heures trop tôt, les enfants. Voilà, donc on en est toujours à la page preview, donc on peut pas vous dire grand chose sur le jeu, si ce n'est qu'évidemment c'est une adaptation du jeu vidéo Total War. Moi, c'est une série de jeux vidéo que j'aime beaucoup. Pourtant, je joue plus du tout aux jeux vidéo, mais alors ça fait partie des rares trucs que j'ouvre de temps en temps, c'est les Total War. Donc là, c'est l'adaptation du Rome, parce que Total War, il y en a plein, il y a Medieval, il y a même Warhammer en Science Fantasy. Là, c'est une adaptation, donc c'est toujours pareil quand on adapte un jeu vidéo. Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que ça apporte en plus? Est-ce qu'on va se prendre la tête à faire une grosse installation? Parce que
Total War, c'est quand même un jeu à la fois de civilisation, de conquête, de prise de territoire. C'est du gros jeu et sur les quelques photos qu'on a à disposition, ça a l'air d'être du gros jeu. Donc est-ce que les gens ont préféré peut-être rester aux jeux vidéo parce que c'est beaucoup plus simple? Je ne sais pas, c'est une vraie question, hein, j'en sais rien. Après, de ce que je vois, moi, ça a l'air quand même ultra sobre au niveau du design. Même, je trouve que ça a l'air assez passéiste. On a l'impression d'un jeu des années 90, quoi. C'est pas très fantasy, pas très moderne, hein. Bon, écoute, on peut pas trop s'avancer. En tout cas, voilà, ça arrive. Ça sera déjà sur GameFound quand vous écouterez cette émission, mais nous, on peut pas vous en dire plus pour l'instant. Et bah pareil, en termes de nouveautés un peu étranges, je me suis un peu interrogé sur est-ce que je vous en parle maintenant ou est-ce qu'on attend la sortie de la campagne. Et je me suis dit que c'était quand même assez intéressant d'en parler maintenant. Je vais développer. Donc il s'agit de l'extension Tank Garden, qui va se nommer sobrement Season, qui va être lancée fin février sur Kickstarter. Et en fait, la particularité, c'est que vous pouvez vous inscrire à la page pour avoir des nouveautés, etc. Et en fait, plus on va être nombreux à s'inscrire pour avoir des informations, plus en fait on va déjà commencer à débloquer des stretch goals. Et je me suis dit, finalement, c'est quand même une mécanique propre au financement participatif, ce système de stretch goals. Donc c'est pour ça que j'en parle brièvement aujourd'hui pour que vous puissiez voir si c'est une campagne qui sera en français, hein. Mais si c'est une campagne qui vous intéresse, finalement, est-ce qu'elle n'a pas déjà commencé d'une certaine manière? Donc voilà, ce sera une extension, ce sera aussi l'occasion pour les gens qui avaient raté la précédente campagne d'acheter le jeu, en plus dans sa version Kickstarter, avec les 2 extensions qui étaient déjà sorties au préalable. Là, on va rajouter du gameplay, sachant qu'apré, voilà, c'est un jeu où on ne développera plus, mais c'est un jeu qui est basé sur des scénarios. Vous allez obtenir du nouveau matériel, et puis en fonction du scénario que vous allez choisir, vous allez ajouter tel ou tel personnage, telle ou telle carte, et en fait, les conditions de victoire vont légèrement différer. Donc voilà, là ça va être sur le concept des saisons et de la fabrication des palais, donc c'est un jeu qui est très joli, c'est un jeu que j'aime bien ressortir de temps à autre. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà commencer à débloquer des choses sur ce projet-là en vous rendant sur la page de l'éditeur que vous mettra en commentaire. On va passer aux 3 premiers de ce top hebdo. 3e position, c'est Viscount's Gate of Gold plus Keeper of Keys. Les énièmes extensions pour Vicomte de toute cette saga de jeux qui cartonne. Il a perdu une place cette semaine, on va vous dire pourquoi. Suspense, quel suspense! Ouh, je pense que tout le monde sait pourquoi. 400 000 €, 4144 contributeurs, c'est la dernière semaine, donc c'est vraiment gros carton, il n'y a pas de problème pour cette série. Bon, qui ressemble plus à une précommande sur cette campagne qu'une vraie campagne participative, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Oui, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi, on n'a pas grand chose à ajouter par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, parce que la campagne n'est pas très vivante. Et puis ça va tellement sortir en boutique en France, donc voilà. 2e position, il s'est fait détrôner par rapport à la semaine dernière, c'est Final Girl Series 2. Il y en est quand même à 1 127 000 €, 7300 backers. Et il reste une dizaine de jours avant la fin de la campagne. Et alors, je me suis penché dessus plus, parce que ça m'interpellait. On trouvait que ça sentait très bon la semaine dernière. Donc j'ai vu des parties filmées, plusieurs. Ça a l'air excellentissime, vraiment quoi. Il est tellement excellentissime que j'ai complètement craqué et j'ai backé en fait. J'en étais sûr. J'ai backé ce jeu, alors j'ai backé pour être transparent, tu vois. J'ai backé la série Stu franchise, donc à $159. Je n'ai pas pris tout avec la première série, parce que là, ça faisait trop cher. Mais donc voilà. Et bon, c'est mal, je sais, c'est pas bien, parce que la TVA est rouge, que le shipping est rouge, donc ça va être 200 balles finalement. Voilà, c'est pas le meilleur projet à backer en termes de rentabilité. Je parle pas du tout. Oui, mais là ils s'en sont pris à ton petit cœur de fan là. C'était pas le choix, quoi. Ouais, non, mais vraiment le jeu est super quoi. Je trouve que les mécaniques sont vraiment excellentes quoi.
Et oui, puis voilà, puis tout l'univers est tellement rigolo, ça me rappelle tellement mes soirées VHS avec mes potes dans les années 80 et 90 que je ne pouvais pas passer à côté. Donc voilà, et puis bon bah je suis pas tout seul, hein, apparemment c'est un gros carton. Et ils ont créé des cartes, alors la nouveauté c'est qu'ils ont créé des cartes pour que tu crées tes propres objets que ta Final Girl peut trouver sur place, toi, tu peux... donc tu peux délirer, tu peux faire, je sais pas... un hachoir à légumes, je ne sais pas, un grille-pain, c'est ce que tu veux. Voilà, donc ça, je trouve que c'est plutôt une idée rigolote, quoi. Allez, last but not least, premier dans notre top cette semaine, c'est une énorme surprise. Moi, je m'y attendais pas du tout. Je pense que toi non plus. Non, vraiment, il a fallu que je me penche un peu parce que je connaissais pas vraiment. Alors, c'est une jeune compagnie qui s'appelle Cool Mini or Not et qui lance alors un jeu. Moi, je trouve ça très casse-gueule, hein. Je suis pas sûr que ça marche. Ça s'appelle Zombicide. Et alors apparemment d'une licence, mais moi que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Marvel. Voilà. Donc, non, je suis vraiment vraiment très il a fallu surpris. que je... Ouais. Ouais, c'était assez fou parce que c'est quoi les chiffres? Et ben, il en est à quasiment 15 000 contributeurs et il flirte avec les 3 500 000 dollars en moins de 48 heures. En moins de 48 heures, évidemment. Donc évidemment, c'est le 50e Kickstarter de Cool Mini or Not. 50 les mecs, quand même. Et pour fêter l'événement, eh ben, ils nous ont sorti un zombicide avec l'IP Marvel. Alors, quoi qu'on pense du projet, commercialement parlant, c'est un coup de génie. Moi, c'est tout. Il n'y a pas de... y a rien à dire. Tu fais un zombicide Marvel, c'est zéro prise de risque, mais alors... mais bon, c'est imparable. Imparable. Qu'est-ce que tu veux, ce truc ne peut pas échouer. Voilà. Malgré que c'est le plus cher des zombicides, hein. 130 dollars la boîte de base, c'est quand même plus cher, hein. C'était 100 dollars, hein, pour le western. Moi, je me rappelle le Invader, le science-fiction, j'avais payé 90 dollars, il me semble. Donc ça a vachement augmenté. Alors on sait que les prix augmentent des jeux, hein, en ce moment parce qu'il y a raréfication de la matière première, que les transports sont plus chers. Mais je pense aussi que la licence Marvel, ça se paye, et que 2, Cool Mini or Not en profite pour se dire on va un petit peu, on va mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Ils auraient tort de s'en priver, hein. 14 000, quasiment 15 000 contributeurs en moins de 48 heures. C'est un triomphe absolu. Alors moi, c'est marrant parce que Marvel Zombies, parce que c'est le titre officiel du jeu, en fait, c'est tiré de comics. Tu vois, moi, je ne savais pas. C'est pas une invention de Cool Mini or Not. Non, c'est peut-être d'ailleurs les seuls que j'avais lus, d'ailleurs, que j'ai suivi avec Civil War. D'ailleurs, pour info, je crois qu'il y avait un épisode qui rendait hommage à cet univers-là dans la série What If qui avait été diffusée sur Disney+. D'accord. Où ils ont fait un épisode un peu dédié à cet univers-là, qu'on a peut-être peu de chance de voir adapté au cinéma, sauf en termes de spin-off ultra cher dans 3 ou 4 ans, histoire de faire revenir des acteurs qui n'ont plus raison d'être dans les films, en fait. Enfin, je veux dire, quoi de mieux que cette licence-là pour faire revenir Robert Downey Jr., Chris Evans. Exactement. Voilà. Exactement. Mais pour le moment, voilà, c'est du jeu de plateau. Bon, évidemment, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, hein, succès commercial, machin, etc. Bon, moi, les zombicides, ça n'a jamais été trop ma tasse de thé. Donc là, évidemment, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, je me pose une question qui est vraiment sincère, qui n'est pas du tout provoque, etc. ou quoi que ce soit, mais c'est une vraie interrogation. Donc je m'adresse, s'il y en a parmi vous des fans de Marvel, mais genre, vous n'êtes pas lassés, vous n'en avez pas marre, en fait? C'est une vraie question, hein, parce que je me dis, il y a des séries, des films, des jeux de plateau, des machins, des trucs... Enfin, il y a pas un moment où vous faites une overdose. C'est quand que ça va s'arrêter, en fait? C'est ça que tu demandes en vrai, quoi. Non, mais ça fait 10 ans. Non, mais moi aussi, quoi. c'est une vraie interrogation de ma part. C'est vrai que, bon, moi, Marvel, j'ai pas grandi avec, vraiment, je m'en fous, voilà. Mais je comprends totalement qu'on puisse kiffer, hein, c'est un univers comme un autre. Mais moi aussi, mais moi, il y en a que j'apprécie, mais c'est vrai que je me dis, si j'avais été fan de Marvel, moi, comment j'aurais réagi? Est-ce que j'aurais suivi surtout, ou est-ce qu'à un moment donné, ça aurait été... quand t'as trop de bonbons dans la bouche, à un moment donné... je sais pas. Écoute, c'est... Non, puis c'est surtout que, en fait, finalement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ton univers culturel, si t'es fan de Marvel, en fait, il peut se limiter qu'à ça, en fait. C'est ça qui est un peu embêtant. Ouais. T'as des jeux vidéo, t'as des jeux de plateau, surtout ça prend vidéo, tout, là, en fait, ça prend toute la place. Ouais, ça arrive en pleine puissance. Hein. Là, je l'annonce, là, 2022-2023, du
jeux Marvel, vous allez en avoir. Et là, on voit le jeu de plateau, il y a plein de trucs. En plus, c'est même pas spécialement original. On a eu quelques exceptions, notamment précédemment avec aussi Cool Or Not. Mais je veux dire, là, c'était du Zombicide rebrandé, c'est Bah, du... voilà. le, Alors, avec des mécaniques de gameplay Voilà. propres au jeu, et c'est ce sur quoi j'allais venir dans un deuxième temps, c'est que pour moi, quand même, c'est pas juste, on va dire, une campagne commerciale. Il y a pas mal en fait de points positifs malgré tout, beaucoup plus que dans leur campagne western, je trouve. Ouais. Beaucoup plus de prise de risque, on sent que c'est un univers qui se sont vraiment attribués, et je trouve presque que c'est une bouffée d'air frais pour une licence de jeu qui commence un peu à tourner en rond. Et ça, là-dessus, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Le jeu, il est quali. Après, moi, j'avoue que je sature. Alors, je suis plus du tout objectif, mais je sature. Pour expliquer, dans Marvel Zombies, vous incarnez des super-héros zombifiés qui vont bouffer des personnes normales, c'est-à-dire soit des agents du Shield, soit des gardiens, et puis des fois vous tombez sur des super-héros qui eux ne sont pas zombifiés, qui sont un peu l'équivalent des comment ça s'appelle dans Zombicide, des super méchants, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, pourtant j'en ai des zombicides, mais voilà, c'est des trous de mémoire. Mais donc voilà, donc c'est inversé finalement. Par contre, il y a une deuxième boîte qui s'appelle X-Men Resistance, qui est apparemment stand-alone, qui est aussi une boîte de base, où là c'est les X-Men non zombifiés qui font résistance aux zombies, donc là on est plus dans du zombicide traditionnel. Alors moi je sais pas, tu vois, je suis pas un fan de Marvel, mais je sais pas à quel point ça dérange les fans de Marvel du coup d'incarner... parce que ça peut être un peu perturbant pour un fan de Marvel finalement d'avoir les super-héros zombifiés puis qui bouffent les gens au lieu de les sauver, enfin tu vois. Il y a un côté un petit peu retournement du truc, quoi. Donc, bon, même si ça existe en comic book, apparemment, mais est-ce que tous les fans de Marvel ont envie de bouffer des gens avec Spider-Man ou Captain America, je sais pas. Voilà, donc peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent les X-Men Resistance. Alors là où je trouve Cool Or Not un petit peu gonflé, c'est que tu peux pas acheter X-Men Resistance tout seul. Tu es obligé, si tu veux le X-Men Resistance, donc ce zombicide un peu plus classique, où les super-héros sont de vrais super-héros, tu es obligé d'inclure dedans l'autre boîte de zombies. Voilà, ils donnent pas le choix, donc c'est un peu dommage, parce qu'il y a peut-être des gens qui préféraient ne pas incarner les super-héros zombifiés, donc ils vont acheter une boîte pour rien. Et puis alors comme d'habitude avec Cool Or Not, aucun effort sur les traductions, VF n'existera jamais, enfin en Kickstarter, aucun effort sur la TVA, alors qu'ils ont quand même largement les moyens, enfin je veux dire, s'il y a bien une campagne où ils auraient pu faire cadeau de la TVA, c'était bien sur celle-là quand même, ou en tout cas en partie, peut-être pas tout, mais dire on fait un effort sur la TVA, on vous en paye une partie parce que c'est notre 50e Kickstarter et qu'on sait que ça va cartonner et ça fait 50 Kickstarter que vous nous soutenez, merci, on vous fait un cadeau. Bon, même pas, c'est vraiment la corporate côté en bourse et rien, quoi. C'est bon, ouais, ça, c'est vraiment ce côté-là que j'aime pas chez Cool Or Not, bon, qui est un peu chiant, quoi. Mais bref. Moi j'ai quand même une interrogation sur cette figurine de Galactus. Alors voilà, en plus il y a ce troisième pledge à $400 qui contient cette énorme figurine de Galactus, je sais plus combien elle fait, c'est quoi, c'est du 60 cm, enfin c'est un truc monstrueux. C'est un truc monstrueux. Un peu ce qu'on avait pu avoir sur Cthulhu Death Medai, où ils avaient proposé une figurine de Cthulhu, pareil, à une taille disproportionnée. Et en fait on voit des images du plateau avec... les mecs et je trouve que ça rend pas si bien que ça en fait. Je trouve que finalement c'est un peu en plus allez, bon courage pour la peindre tu parles. En fait c'est pas que ça va être tellement compliqué, mais c'est par contre non mais cher t'imagines le nombre de pots de peinture qu'il te faut pour ça. Voilà, mais donc du coup il faut le faire à l'aérographe si vous êtes vraiment un gros fan, voilà, mais ceci dit, on va peut-être que Tristan pourrait l'acheter. Tiens, demandons à Tristan de l'acheter puis nous faire un tuto. Nous faire un pim ta boîte avec Galactus. Ouais. Non, mais bon, en plus, je trouve que au niveau du gameplay, ça apporte pas grand-chose. Donc, tu as cette grosse figurine de Galactus qui va bouffer petit à petit les quartiers de la ville, donc qui va recouvrir les tuiles. Et il va falloir que les super-héros montent dessus. Ça me rappelle d'ailleurs un petit peu le jeu L'Attaque des Titans, tiré du truc japonais. Là. Ils avaient fait un jeu de plateau où tu devais monter sur le
où les héros devaient monter sur le géant pour. Qui était pas terrible d'ailleurs. Non, il était moyen, mais c'était un peu le même, c'est un peu le même Oui, c'est principe le même finalement. concept. Sauf que là, c'était un truc en carton qui se montait, qui se démontait. Oui, bah on n'était pas dans le même déferlement de matériel, effectivement. Voilà, et puis du coup, Comini or Not, on revient encore un peu à leur. C'est pas de l'arrogance, mais bon, on sait qu'on va faire du fric, donc fait pas d'effort. C'est qu'ils ont même pas commencé les stretch goals avant 2 millions de dollars. Ouais. Il faut quand même le noter. Hein. Je veux dire, avant 2 millions de dollars, il n'y avait aucun stretch goal, rien de débloqué. Hein. Et à partir de 2 millions, ouais, bon, ça va, on a fait 2 millions, on va commencer à débloquer un peu de stretch goal. Et les stretch goals, je crois que ça allait être un peu. Bien entendu. Ne pas proposer un stretch goal tous les. Évidemment, ils n'ont pas besoin de le pousser, le jeu. Et je crois que c'est pas tous les. Bon, il y a des trucs, il y a des dailies. On débloque des figurines automatiquement pour Kickstarter, des exclusivités Kickstarter. Mais je crois qu'après, c'est genre. Ouais, c'est tous les 500 000 $, un truc comme ça, hein, je crois. Là, c'est passé à 250 000 apparemment. Ouais, c'est passé à 250 000. Mais bon, tous les 250 000 $, t'as une figurine. Ça va aller, c'est tranquille pour produire une figurine. Hein. Bon. Bon, voilà, quoi. Donc, bon, voilà, après, c'est un zombicide qui est cher. C'est même le plus cher des zombicides, donc faut le savoir. Après, les mécaniques de jeu, il faut les accepter. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas du tout de bouffer des gens, en fait. Pour moi, c'est pas ça zombicide en fait. Bon, pour moi, zombicide, c'est un truc de survivant. Bon voilà. Donc moi, je salue en fait le risque de changement de gameplay. Je trouve que c'est plutôt intelligent, plutôt rigolo. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Je préférerais plutôt l'autre boîte, tu vois, les X-Men Resistance. Là. Mais malheureusement, tu ne peux pas acheter la boîte. Voilà. Moi, ce que j'attendrais vraiment, c'est la suite de Zombicide Invader, celui qui se passe qui pour moi est le meilleur zombicide, qui se passe dans l'espace. Bon, parce que moi, voilà, je suis très science-fiction, mais j'aimerais beaucoup qu'il fasse une deuxième édition. Voilà. Mais bon, en tout cas, force est de constater que c'est un carton absolu et que il reste une petite quinzaine de jours, parce que c'est une campagne assez courte, et que je sais pas à combien ils vont finir là, parce que bon, 3 millions de $ en moins de 48 heures, c'est monstrueux, quoi. C'est absolument monstrueux. Voilà, et écoutez, c'était le top 10 de la semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des jeux dans ce top. Évidemment, on vous attend sur Marvel Zombie. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous pouvez aussi nous parler des autres jeux. Hein. Moi, je me ferai un plaisir. Tout à fait, bien sûr, évidemment. Voilà, je dis ça parce que c'est la grosse nouveauté de la semaine, mais évidemment. Évidemment. Salut Swan. Salut Erwan, salut à toutes et à tous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.